Bienvenue à nouveau. Ceci est la deuxième vidéo du programme Crystal Clear Electronics 2, chapitre 13. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail certains types de capteurs. Mais d'abord, il est important de mentionner un point concernant le fonctionnement des capteurs que nous avons omis dans la dernière partie de la vidéo. Qu'avons-nous donc bien pu oublier? Dans la dernière vidéo, j'ai mentionné que l'entrée et la sortie du capteur sont proportionnelles l'une à l'autre, et j'aimerais développer un peu ce point. La relation entre la sortie et l'entrée d'un capteur peut être spécifiée de plusieurs manières, par exemple sous forme de tableau, graphiquement ou par une fonction. L'utilisation des caractéristiques de transfert statique, dites aussi caractéristiques statiques, est courante. La figure représente la caractéristique de transfert statique d'un débitmètre massique idéalisé. L'axe horizontal indique le signal physique X à l'entrée et l'axe vertical indique le signal électrique Y à la sortie. Les unités de mesure des axes sont déterminées respectivement par le signal physique et le signal électrique. Par conséquent, afin de conserver une portée générale, aucune unité de mesure n'est indiquée sur la figure. L'indicateur statique signifie que cette courbe est interprétée avec une entrée variant très lentement. La raison en est que le capteur ne peut pas suivre immédiatement la variation de l'entrée. Il possède un certain temps de réponse. Connaître les caractéristiques de transfert statique de la sortie du capteur permet de déterminer l'entrée du signal physique et est donc essentiel. Une autre caractéristique importante de la courbe de transfert statique est la pente de la courbe. La pente de la courbe au point x0, i0 est représentée sur la figure. La pente indique la variation de I pour une variation de x, ce qui correspond à la sensibilité du capteur. Plus la pente est grande, plus le capteur est sensible à une variation de l'entrée. Il est également possible que la pente soit nulle, de sorte que la même valeur de I soit associée à plusieurs valeurs de X. Ainsi, le capteur est insensible aux variations de l'entrée dans la plage donnée. Cette partie de la caractéristique de transfert statique est appelée la zone morte. Maintenant que cela est clair pour nous, nous pouvons passer au sujet principal de la vidéo, à savoir les types courants de capteurs. Par lequel devrions-nous commencer? Je pense que nous devrions commencer par l'un des types de capteurs les plus courants, le capteur de mesure de courant. D'accord, allons-y. Lorsqu'on utilise généralement un capteur de mesure de courant, le but n'est pas de mesurer le courant circulant dans un conducteur, mais de mesurer le courant traversant un équipement. Par exemple, lors de la mesure de la consommation d'un moteur électrique ou du courant de charge d'une batterie. Une solution évidente consiste à mesurer la tension aux bornes d'une résistance de valeur connue. En connaissant la valeur de la résistance et la tension à ces bornes, le courant traversant la résistance peut être calculé selon I égale U sur R, ou la loi d'Ohm. Les convertisseurs analogiques numériques, déjà abordés dans les chapitres précédents, peuvent être utilisés pour mesurer la tension comme illustré sur la figure. Le convertisseur analogique numérique d'un microcontrôleur peut également être utilisé pour la mesure, à condition d'adapter correctement le niveau du signal. Mais bien sûr, il existe aussi des circuits intégrés dédiés à cette tâche. Afin de ne pas augmenter significativement les pertes du système, la résistance des résistances de mesure est généralement faible. La figure actuelle montre une telle résistance de mesure de courant. En raison de la faible valeur de la résistance, il est concevable que la tension à mesurer se situe dans la gamme des millivolts, voire moins. Pour cette raison, il est parfois nécessaire d'utiliser un étage amplificateur avant le convertisseur analogique numérique. Ceci est intégré dans les circuits intégrés dédiés. La précision de la mesure dépend de la précision de la valeur de la résistance. Un autre facteur influençant la précision est la dépendance à la température du capteur. Une autre méthode pour mesurer le courant consiste à utiliser un capteur à effet Hall basé sur le soi-disant effet Hall. Ce dernier capteur, qui fonctionne selon un principe magnétique, est décrit en détail dans le chapitre 23 du programme Crystal Clear Electronics 1. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais il convient également de mentionner que d'autres capteurs, généralement basés sur des principes inductifs, peuvent être conçus pour mesurer le courant alternatif. Passons maintenant aux capteurs mécaniques et découvrons les capteurs de pression. Le cœur d'un tel capteur est un élément qui se déforme ou se déplace en réponse à la pression. La quantité de déformation ou de déplacement peut être mesurée et utilisée pour calculer la pression. Les deux principaux types de capteurs de pression sont les capteurs absolus et relatifs. Il existe de nombreuses conceptions possibles. La plage de pression et la précision attendue détermineront le type de capteur approprié.
Dans de nombreuses applications industrielles, des manomètres mécaniques appelés tubes de Bourdon sont utilisés pour mesurer non seulement la pression de l'air, mais aussi celle de tout gaz ou liquide. En augmentant la pression à l'intérieur des tubes, ceux-ci se redressent progressivement. Cette déformation peut déjà être mesurée, par exemple, en reliant le déplacement des extrémités des tubes à un potentiomètre grâce à une solution mécanique ingénieuse, réduisant ainsi la mesure de pression à une mesure de résistance. Les tubes de Bourdon peuvent être utilisés dans différentes plages de pression en fonction des propriétés mécaniques de leurs matériaux. Il existe de nombreux capteurs de pression dans lesquels l'élément qui se déforme en réponse aux variations de pression est une plaque ou une membrane, comme nous pouvons le voir sur cette figure. Par définition, lorsqu'un corps est soumis à des forces extérieures, une contrainte mécanique est induite à l'intérieur du corps qui peut être interprétée comme le rapport de la force appliquée à la surface exposée à cette force en utilisant la formule B égale F divisé par A. Ainsi, la contrainte mécanique a la dimension d'une pression, c'est-à-dire le newton par mètre carré. Un cas particulier du capteur de contrainte mécanique est la jauge de contrainte qui est utilisée spécifiquement pour mesurer la variation longitudinale. Les capteurs piézorésistifs sont également très utiles dans les capteurs de pression. La membrane est étirée par la différence de pression, et cet étirement est converti par les matériaux piézorésistifs en une variation mesurable de la résistance. Cette configuration est illustrée sur cette figure dans un capteur de pression absolue. Le capteur est dit absolu car la pression du compartiment supérieur par rapport au vide détermine la quantité de déformation de la membrane. D'autres capteurs ramènent la mesure de la pression à la mesure de la capacité électrique. Si l'élément déformable et le boîtier environnant sont faits de matériaux conducteurs, des capacités appelées condensateurs se forment alors pour stocker la charge électrique, puisque l'élément déformable et le boîtier agissent comme les plaques du condensateur. La capacité d'un condensateur est inversement proportionnelle à l'écartement des plaques, ce qui permet de déduire la quantité de déformation à partir de la variation de capacité. Je ne vais pas aborder ici les détails de la mesure de la capacité électrique, pour laquelle on utilise généralement une tension variable dans le temps. Ici, vous pouvez voir le schéma bloc d'un capteur de pression relative basé sur le principe capacitif, mais il est également possible de réaliser un capteur de pression absolue selon ce principe. Le capteur est dit relatif, car la pression que nous avons indiquée par P1 et P2 peut varier dans les deux compartiments, la quantité de déformation de la membrane étant déterminée par la différence entre les deux pressions. Les capteurs de pression résistifs ou capacitifs sont souvent réalisés sous la forme de ce que l'on appelle des systèmes micro-électromécaniques, dont vous entendrez davantage parler par la suite. Toujours en parlant de capteurs mécaniques, un principe de fonctionnement courant des capteurs de niveau de liquide consiste à faire flotter une partie du capteur à la surface du liquide et à mesurer la position de ce corps flottant. Le suivi de la position de l'élément flottant peut être réalisé, par exemple, en installant un aimant dans l'élément flottant et en suivant sa position à l'aide d'interrupteurs de proximité magnétique, également appelés relais à lame, reed relays. Le système peut alors indiquer des niveaux de liquide prédéterminés. Vous pouvez en apprendre davantage sur les relais à lame dans le chapitre 23 du programme Crystal Clear Electronics 1. Au lieu de ce type de relais, il est désormais courant d'utiliser des capteurs à effet Hall capables de détecter les champs magnétiques. Ces capteurs ont déjà été utilisés dans des capteurs de mesure de courant. Une solution intéressante est la mesure ultrasonique du niveau de liquide, qui estime la distance de la surface du liquide par rapport au capteur à partir du temps écoulé entre l'émission de l'onde sonore et sa réflexion. Dans certains cas, il peut être nécessaire de mesurer le débit de liquide ou de gaz. Pour cela, il est courant de mesurer le mouvement d'un élément se déplaçant avec le fluide. Cela peut être une roue à aube ou une vis de turbine. Le temps que met le rotor à effectuer une révolution complète est une indication du débit. Le temps de rotation peut être mesuré, par exemple, à l'aide du capteur à effet Hall mentionné précédemment, qui fonctionne en mesurant la rotation d'un aimant fixé à une turbine. Le principal avantage de cette solution est sa conception simple, mais elle présente également plusieurs inconvénients. Les pièces mobiles s'usent avec l'utilisation et doivent être remplacées au fil du temps, et l'inertie de la turbine fait qu'elle ne peut pas immédiatement suivre la vitesse du fluide, ce qui confère au capteur un certain temps de réponse. Exactement. Il existe également un autre inconvénient à cette configuration. Elle ne permet pas de mesurer des débits arbitrairement faibles, et il existe un seuil en dessous duquel la turbine ne tourne pas, le fluide se contentant de passer entre ses pales. Une autre méthode de mesure peut apporter une solution à ces problèmes en influençant certaines propriétés physiques du fluide en mouvement, ce qui permet d'en déduire la vitesse d'écoulement.
Une solution courante consiste à chauffer le fluide, car la variation de température due au chauffage est liée à la vitesse d'écoulement. Un appareil fonctionnant selon ce principe est appelé un thermoanémomètre. En général, le débit du fluide peut être estimé à partir de 3 paramètres: la température du fluide, la quantité de chaleur apportée et la température du fluide après chauffage. Il serait difficile de tout retenir, alors regardons un schéma. Dans le dispositif illustré sur la figure, T0 mesure la température du fluide entrant et TS mesure la température du fluide chauffé. Il est important d'isoler thermiquement les capteurs de température de la paroi du tuyau et d'assurer un bon contact thermique avec le fluide en écoulement. Les anémomètres thermiques présentent l'avantage d'être sensibles, d'avoir un temps de réponse court et de ne comporter aucune pièce mobile. Il existe de nombreux autres modèles d'anémomètres. Les conceptions MEMS sont également courantes pour les débitmètres. Les systèmes microélectromécaniques, abrégés MEMS, sont des systèmes de taille micrométrique ou millimétrique qui contiennent à la fois des composants mécaniques et électriques fonctionnant en étroite collaboration. En raison de leur petite taille, les capteurs sont de préférence fabriqués sous la forme de tels systèmes. Une grande variété de matériaux sont utilisés dans la fabrication des dispositifs MEMS, par exemple le verre, la céramique, les polymères et les métaux, mais le silicium et ses différents composés prédominent. L'une des principales raisons à cela est que le silicium est un matériau universel. Il possède de bonnes propriétés semi-conductrices, ce qui le rend idéal pour la fabrication de composants électriques, mais il peut également être combiné à différents matériaux pour créer de bons isolants ou des pièces aux excellentes propriétés mécaniques, et cette technologie de fabrication est sophistiquée pour la réalisation de circuits intégrés. La partie transducteur direct des capteurs MEMS utilise entre autres des principes de mesure piézorésistifs, piézoélectriques, capacitifs, optiques et résonants. Nous aborderons bientôt la méthode de détection capacitive. Les techniques optiques et résonantes sont mentionnées uniquement pour être exhaustifs et ne seront pas abordées en détail. Les capteurs capacitifs fonctionnent sur le principe que la capacité d'un condensateur change lorsqu'il est déplacé. Cela peut se produire soit par le déplacement relatif des plaques du condensateur, comme on peut le voir sur les deux premières figures, soit par le déplacement du diélectrique entre les plaques, comme vous pouvez le voir sur la troisième figure. On peut également réaliser un capteur capacitif différentiel. Dans ce cas, le bras commun, marqué par X de deux condensateurs, est déplacé de sorte que l'effet du changement puisse être mesuré dans la capacité des deux condensateurs C1 et C2. Ce principe peut être utilisé, par exemple, pour fabriquer un capteur de pression relative, dont nous avons déjà parlé au début de la vidéo. À titre d'exemple, la mise en œuvre MEMS du capteur de pression déjà évoqué est illustrée dans ces figures. La figure de gauche montre une coupe transversale simplifiée du capteur. Au-dessus se trouve la membrane. En dessous se trouve la cavité du capteur et sous celle-ci, le boîtier du capteur ainsi que l'ouverture qu'il comporte. Le capteur peut mesurer la différence entre les valeurs de pression P1 et P2 à l'aide de capteurs piézorésistifs comportant des résistances R1 et R2 intégrées dans la membrane de silicium. En principe, un seul capteur pourrait suffire, mais en utilisant deux capteurs et des techniques de mesure ingénieuses, le capteur peut compenser l'allongement causé par les variations de température qui introduiraient une erreur dans la mesure. Les capteurs de force, de pression, de contraintes mécaniques, d'accélération, d'orientation, appelés gyroscopes, et de débit sont également couramment produits sous forme MEMS. De bons exemples sont les accéléromètres, les gyroscopes et les microphones présents dans les smartphones, qui sont des capteurs MEMS. Ce dernier peut être considéré comme un cas particulier de capteur de pression, puisque, dans le cas du microphone, les ondes sonores sont mesurées comme une variation de pression dans l'air. Pour plus de détails sur les gyroscopes et accéléromètres MEMS, vous pouvez consulter le chapitre 23 du programme Crystal Clear Electronics On. Dans cette vidéo, nous avons examiné le fonctionnement et l'utilisation de différents types de capteurs mécaniques, mais de nombreux autres types de capteurs restent à découvrir. Après une courte pause, nous continuerons avec ceux-ci dans la prochaine vidéo. Nous commencerons par les capteurs de lumière, et nous aborderons également les différents types de thermomètres à ce moment-là. Vous ne devez absolument pas manquer la prochaine vidéo. Au revoir! Au revoir!